Ok, one, two, ouais, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve sur la chaîne React avec, pour la première fois, une grosse vidéo réaction, tout simplement. C'est la plus grosse de la chaîne pour l'instant. Il y en aura peut-être d'autres de ce style-là. Ça dépendra des sujets, tu vois, mais ce ne sera pas tout le temps long comme ça. Aujourd'hui, une vidéo qui m'a été recommandée par un abonné sur Instagram. Il m'a dit, frérot, c'est une vidéo de dingue. L'une des meilleures vidéos, si ce n'est la meilleure qu'il a regardée sur le sujet. Alors qu'il en a vu plein, il m'a dit, tu vois. C'est sur FNAF, tu vois ce que je veux dire? Donc, l'histoire cachée du jeu qui a retourné Internet. Chromike, il s'appelle comme ça le frérot. Et du coup, je vous recommande, voilà, je recommande d'aller voir sa chaîne. Il a l'air de faire des très bons contenus, voilà. Moi, je vous dis, allez check sa chaîne, voilà, comme ça. Tout le monde est content, j'ai envie de dire. Je lui ai demandé sa permission. Alors, c'est vrai que des fois, il y a des bails où tu vas demander la permission à quelqu'un. Des fois, il va te répondre, des fois, il va pas te répondre. Il m'a répondu, ça fait plaisir. Comme ça, on va pas me dire, hé, Khoya, tu voles le contenu. Le React, à la base, c'est pas ton contenu. Donc, ça peut toujours être considéré comme du vol. Bref, c'est un autre sujet, on s'en fout. Ok, mention aussi pour les autres chaînes que vous m'avez dit. Vous m'avez dit Tristan RC. Je connais déjà Tristan RC, mais je me dis même, vous connaissez tous sa vidéo, je pense, tu vois. Théma, machallah, les vues. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Je pense que vous connaissez vraiment ces vidéos-là. Et en plus, le frérot, il a fait doctorat. Il a fait bac plus 15 FNAF, frérot. Tu vois, il a fait 2 heures sa vidéo. Je pense il a battu le boss final de FNAF. Frère, je pense qu'il connaît mieux l'histoire que celui qui a créé le jeu, tu vois, ou bref, t'as capté. Et vous m'avez recommandé Locke aussi. Donc voilà, ça, c'est des mentions que vous m'avez dit. Je peux pas les ignorer, tu vois. Mais je me suis dit, vas-y, j'ai envie de réagir à ça. Parce que, bon, il n'a pas énormément d'abonnés et je crois que sa vidéo a vraiment beaucoup plu. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Je pense que d'ici 1 an, de toute manière, ou moins que ça, sa vidéo, elle aurait pété. Ça va péter. Bref, dans tous les cas, let's go. Et vous venez de décrocher un travail. Pardon. Oula, attends, je remets. Excusez-moi. Nous sommes lundi. Il est minuit et vous venez de décrocher un travail. Celui de gardien de nuit d'un restaurant à l'ambiance plutôt étrange. Autour de vous, aucun bruit, si ce n'est celui d'un ventilateur allumé en face de vous et des ampoules de mauvaise facture qui laissent un bruit agaçant de crépitement. Ces ampoules sont d'ailleurs la seule chose ici que vous avez pour vous éclairer. J'avoue, c'est à chiant. travers les murs froids qui vous entourent, dont la seule touche de couleur qui y sont apportées sont des posters de 3 animatronics, qui sont les mascottes du restaurant. Il y a également des dessins d'enfants qui, dans le contexte actuel, vous font froid dans le dos. Vous ressentez comme une sensation de malaise en les observant. Il y a comme une discordance dans ces images, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas faites pour vous effrayer, mais pourtant une sensation d'intense insécurité vous traverse. Il faut dire aussi que ce job, vous l'avez pris parce que vous en aviez réellement besoin. C'est du RP Les gardien. seules Là. informations que vous avez sur le rôle que vous devez jouer ici sont plutôt floues. Vous savez qu'il faut vous occuper de surveiller les animatronics et les équipements de la pizzeria à travers les caméras de surveillance. Néanmoins, sur la brochure, il y a une partie qui sur le coup ne vous a pas frappé, mais maintenant que vous y êtes, vous y repensez avec une certaine inquiétude. Freddy Fazbear Pizza ne sera pas responsable en cas de blessure ou de mutilation. Un message téléphonique vous a été laissé. Hello. On y entend une voix peu confiante de ce qui semble être votre prédécesseur. En fait, j'ai travaillé dans ce bureau avant vous. Je suis actuellement en train de finir ma dernière semaine de travail. Donc je sais que c'est un peu accablant, mais je suis ici pour vous dire que vous n'avez rien à craindre. Alors qu'il vous explique comment va se passer votre semaine ici, tout en précisant des choses qui ne vous rassurent pas, comme par exemple comment Freddy Fazbear Pizza réagit en cas de décès sur votre lieu de travail, vous entendez des bruits dans le couloir, comme des bruits de pas, lents. Vous vous sentez de plus en plus irrité, donc vous vous jetez sur votre poste de travail. Vraiment... Vous pouvez observer le retour des caméras de surveillance de chaque pièce. C'est POV, et là, t'es le gardien, quoi. une des 3 mascottes a disparu, sans que vous sachiez réellement pourquoi. Ouais. Jusqu'à ce que vous entendiez... Sachez que les mascottes ont tendance à errer un peu. Ils sont laissés dans une sorte de mode d'errance libre la nuit. Il y a quelque chose dans leur système qui se bloque s'ils sont éteints trop longtemps. Avant, ils étaient autorisés à se promener pendant la journée, mais il y a eu la morsure de 87. Oui, on ne vous le dit pas quand vous vous inscrivez, mais bon, vous savez, le premier jour devrait être un jeu d'enfant.
Je discuterai avec vous demain. Vérifiez les caméras et n'oubliez pas de ne fermer les portes qu'en cas d'absolue nécessité. Il faut économiser l'énergie. Très bien, bonne nuit. Vous n'êtes plus du tout lucide. Votre cerveau s'est mis en pilote automatique tout en étant bloqué. Les règles, c'est simple. Parce que les gens me disent, Roya, joue à FNAF, joue à FNAF. Si je joue à FNAF, je mets les cheats. Quel est l'intérêt de jouer à FNAF si les portes sont fermées en illimité? Ça sert à quoi? Et de regarder eux se balader sur les câbles. Jamais je jouerai sérieusement à ce jeu. C'est mort. Bloqué par l'angoisse C'est mort. de sortir de votre cabine. Les bruits de couloir s'accentuent, l'atmosphère devient de plus en plus pesante, jusqu'à ce que vous ressentiez une immense pression au niveau de votre cage thoracique. Mais alors que vous vous approchez de la porte pour la fermer, Crise de panique. vous savez qu'il est déjà trop tard. Je vous épargne le jumpscare, l'animatronics saute sur vous, vous êtes mort, c'est la fin de la partie. Ce que je viens de vous raconter est le déroulement d'une première partie du premier jeu Five Nights at Freddy's. Si vous étiez sur internet entre 2014 et 2015, c'était impossible de le rater. Tout internet a succombé à la hype Five Nights at Freddy's, un jeu indépendant d'horreur qui, si au premier abord il est vrai qu'il ressemble simplement à un jeu à jumpscare comme il en existe des centaines, s'avère être, lorsqu'on fouille en profondeur, une véritable énigme tant il cache des secrets en lien avec des événements dramatiques ayant eu lieu à l'intérieur du jeu. Des événements très flous qui n'ont qu'un sens que lorsqu'on cherche à leur en donner. À la base, je pensais traiter une simple œuvre d'horreur, mais en réalité, je me suis retrouvé à essayer d'assembler un puzzle composé d'énormément de pièces, toutes aussi obscures et complexes les unes que les autres. Mais c'est vrai, j'ai l'impression, frère, FNAF, tout ça, j'ai l'impression que c'est comme la fiscalité, comme les impôts, la TVA. Plus tu cherches, moins t'as de réponses, moins tu comprends. T'es en mode, mais attends, mais ça veut dire ça, pourquoi c'est là et ça? Et il n'y a jamais de réponse claire. C'est tout ce que j'ai retenu, la vérité. Un puzzle qui, à la fin, raconte une histoire. Et cette histoire, on va essayer de l'imbriquer tous ensemble. Mais avant ça, on va quand même dans un premier temps essayer de comprendre ce qu'est Five Nights at Freddy's, parce que on ne sait pas forcément ce que c'est, tout le monde ne sait pas forcément ce que c'est. Donc on va se pencher aujourd'hui sur tout, sur la jeunesse du projet, sur sa création, sur sa communauté, essayer de comprendre pourquoi Five Nights at Freddy's est aussi singulier et mérite tant sa place dans la pop culture. Au point où un film va d'ailleurs sortir le 8 novembre. Donc c'est parti, on va fêter ce mois d'Halloween comme il se doit, on va retracer tout ça. Installez-vous confortablement, prenez de quoi grignoter, de quoi boire, parce qu'on va passer un petit moment ensemble afin de tout comprendre sur Five Nights at Freddy's. Générique. Je sais même pas pourquoi. Voilà, je sais même pas pourquoi je suis pas allé regarder. Je crois que j'ai eu la flemme. Vraiment, j'ai eu la flemme. Je me suis dit, vas-y. En fait, il y a tellement de taf. Les mois d'octobre, novembre, décembre, que vas-y, frère. Nous allons remonter au début des années 2010. À ce moment précis, il n'y a pas encore de mascotte maléfique, mais il y a Chipper et son fils Tyke. Ils vivent dans la Beaver Forest et ont plein de missions palpitantes à faire découvrir à tous les joueurs du jeu dont ils sont les protagonistes. Chipper and Sons Lumber Company. Parmi celles-ci, il y a le moment où on apprend à couper du bois pour la première fois, ce qui pour les castors doit être un moment charnière, hein, j'imagine. Et à partir de là, on va pouvoir commencer aussi à arroser les plantes, à jouer à des mini-jeux de fou et on s'emmerde. Non, sans déconner, on s'emmerde vraiment. C'est un jeu mobile de merde comme il en existe des centaines et des centaines. En revanche, celui... T'as raté ton placement, frère. Tu m'as dit s'il faisait un placement comme ça. En fait, les frères, je suis désolé, mais la vérité, c'est trop de la merde. Ne télécharge. Il va nous intéresser car il nous relie à un bonhomme, un certain Scott Cawthon. C'est jusque-là un jeune développeur venant du Texas, yeah, Texas Gun, yeah, et qui est très loin d'être un petit nouveau dans le monde des jeux. Mais c'est le youtubeur? Bah oui, il est pris en photo avec le youtubeur. Jeux vidéo. Car c'est au début des années 90 qu'il sortira son tout premier, Doofus, un beat'em up qui est dans le film, un petit dinosaure violet. Donc ouais, vraiment, avant qu'on le connaisse pour FNAF, qui veut dire Five Nights at Freddy's en abrégé, il a sorti un tas de jeux, et je ne déconne pas. Imaginez un chiffre, voilà, c'est au-dessus. Bon, sauf si vous avez vraiment abusé, après là, si vous avez dit 500 000, évidemment. Il a énormément trimé en sortant un nombre hallucinant de jeux qui, pour la quasi-totalité, n'ont jamais connu de véritable succès financier et sont restés plus ou moins de niche. En même temps, c'est vrai que la plupart sont pas incroyables ou sont tout simplement des jeux chrétiens. Ouais. Il a entre autres sorti des jeux comme Le Retour de Jésus sur PS2. C'est faux, mais au final, sa foi, c'est quelque chose qui va revenir plusieurs fois au début de sa carrière.
il va implanter plusieurs préceptes du christianisme à travers ses jeux, des jeux qu'il appellera lui-même des jeux chrétiens. Au total, c'est pas moins de 75 jeux que Scott Cawthon développera sans grand succès. Mais si tout à l'heure j'ai démarré en parlant de Cheaper & Sons, c'est qu'il y a une raison. C'est putain de moche. Alors je sais comme ça c'est cru, mais c'est littéralement la raison pour laquelle on parle de ce jeu. Quand il est sorti, les critiques et reviews pointaient souvent la même chose du doigt. Les personnages sont vraiment pas beaux. Ils ont des mimiques très mécaniques. Mais on dirait un peu Freddy Fazbear. Même chose du doigt. Les personnages sont là, quand vraiment tu vois sa pas beaux. gueule, Ils ont des t'es mal là, y a pas un côté de Freddy Fazbear? Tu sais quand il te regarde comme ça là, genre sur la jaquette du premier jeu avec le micro. mimiques très mécaniques qui font pas du tout naturelles et font même penser à des animatronics. Ils sont donc involontairement effrayants. La journaliste et critique de jeux vidéo Jim Sterling avait fait une vidéo pour en parler qui aujourd'hui est toujours plus ou moins une sorte de pièce dans le puzzle de la création de FNAF, puisqu'elle sera l'écho des critiques sur le jeu qui ont profondément marqué la suite des événements. You may notice the dead, terrifying, soulless eyes of the background characters. That's a signature of Chip and whatever the fuck it was called, Chipper and Sons. They want to die. They know they should die. And that thing looks like it's gonna kill your children. Ces critiques virulentes vont causer une très grosse remise en question et plonger Scott dans une période plutôt sombre. Mais c'est également ce qui va changer sa vie du tout au tout. Ah, mais frère, il a pris une revanche, frère. Car malgré la façon dont il est impacté, Scott va se servir de tout ça pour créer un nouveau jeu. Si les casteurs de Cheaper & Sons pouvaient rappeler des animatronics absolument terrifiants, aux yeux vides de toute âme, alors il se dit qu'il est capable de faire de vraies choses intentionnellement terrifiantes. Scott se mettra au charbon tout seul pendant 6 mois, mais créera cette fois-ci pas un jeu chrétien ni un jeu pour enfants, mais bel et bien un jeu d'horreur. Et c'est ainsi qu'est né le tout premier Five Nights at Freddy's. T'es sérieux? Ça, c'est pas la meilleure introduction au sujet que j'ai vue sur FNAF, pour de vrai. C'est une dinguerie, c'est là que ça te ramène le contexte, tu dis « Ah ouais, le mec, il avait la rage. » Et après, il a fait quoi? FNAF! Mais wesh! C'est un revers de destin de fou. Premières apparences, mais qui en réalité est beaucoup plus réfléchi que ce qu'on pourrait croire. Il y a un background. Une véritable essence à cauchemar. Le but du jeu, on en a parlé tout à l'heure, vous devez surveiller des animatronics qui sont méchants afin de survivre pendant 6 nuits. 6 nuits où les seules actions que vous pouvez faire, c'est éteindre ou allumer les lumières, fermer les portes pour vous protéger. Et là, comme ça, sur le papier, en fait, c'est très vide, très simple. Mais pourtant, c'est ce qui va permettre l'efficacité du jeu. C'est cette simplicité qui permet de plonger efficacement dans Five Nights at Freddy's. L'atmosphère est pesante, il n'y a aucune musique, enfin en tout cas quasiment aucune. La seule mélodie qui nous accompagne au long de toute notre expérience sur ce jeu, c'est tout simplement celle du silence, qui est accompagnée de bruits d'ambiance, mais également de certains bruitages. Le minimalisme est ce qui va vraiment amener le jeu dans une dimension tout autre. C'est grâce au manque d'éléments que l'effroi fonctionne aussi bien. Évidemment, c'est des détails, mais c'est grâce à ces détails que Five Nights at Freddy's est pour moi un jeu qui va plus loin du simple jeu à jumpscare. Parce que oui, malgré tout, ça reste un jeu à jumpscare. Enfin, en tout cas, au premier abord, c'est ce qu'on voit. C'est pour ça que j'aime pas. Un peu plus tard. Et cette notion de faire peur avec un rien m'a forcément fait penser à autre chose qui va permettre de vulgariser et faire comprendre plus vite ce que je veux dire. Five Nights at Freddy's repose en partie sur les mêmes fondations et mécanismes que Paranormal Activity dans son horreur, qui est un horreur implicite. Même si l'intégralité de l'horreur ne réside pas dans cette partie implicite, c'est néanmoins pour moi celle-là qui fait la différence et qui permet au jumpscare plus tard d'être encore plus effrayant. On ne peut pas fuir l'horreur et on te met dans une constante appréhension anxieuse d'une situation que tu ne peux pas fuir. C'est angoissant. La deuxième clé qui a permis à Five Nights at Freddy's de s'imposer, c'est quelque chose de beaucoup moins implicite, puisqu'il s'agit de son caractère design. Toute l'esthétique de FNAF est, je trouve, incroyable. Elle permet clairement d'avoir une identité unique en jouant sur un système assez connu, qui est de prendre quelque chose qui d'apparence est joyeux, enfantin et innocent, pour le rendre horrible, violent et ainsi impactant. C'est un ressort d'horreur assez connu sur lequel je me suis bien attardé sur ma vidéo. Non mais c'est un vrai truc qui existe, Winnie l'ourson.
Mais frérot, Winnie l'ourson tueur, non mais ça... Vidéo traitant du film d'horreur Winnie. Je vous invite donc à aller la visionner si vous souhaitez Ah, en t'as fait savoir ça? plus, car je vais éviter de faire un doublon ici. Et ajouter les fondations que j'ai dites précédemment à cette esthétique-là, et forcément, vous avez un jeu d'horreur hyper percutant. Cet aspect très visuel et des mécaniques de gameplay qui sont plutôt simples vont d'ailleurs le rendre populaire très vite, car il peut être le jeu parfait sur lequel faire une vidéo dans un YouTube de 2014 qui est encore très porté sur le gaming. C'est alors l'explosion. Wesh les squeezes. Welcome to Five Nights at Freddy's, a game that I feel like I don't even have to explain anymore because every single person on the planet is playing this game right now. Jacksepticeye, 5Z. Why haven't you played this game yet? I'm serious. I wish I was joking. Welcome to Five PewDiePie à l'ancienne, le GOAT. Five Nights at Freddy's. Markiplier. Cory. Five Nights at Freddy's. Five Nights at Connais Freddy's pas. o Cinco Noches en Freddy's. Connais de tête. At Freddy's. Connais pas. Five Nights at Freddy's. Connais. Aujourd'hui, je vous présente une Ah, c'était Cyril. C'était peut-être incroyable lui. qui s'appelle Five Nights at the Freddy's. Mais ça c'est sur Minecraft, hein. Ok. Voilà. Five Nights at Freddy's devient un phénomène lorsque YouTube s'en empare. Il va alors se propager jusqu'aux chaînes de youtubeurs populaires à ce moment-là. C'est Markiplier qui comptabilisait presque 3 millions d'abonnés qui sortira une vidéo désormais culte sur sa chaîne et pour l'histoire de FNAF sur YouTube. Puisque celle-ci a Laisse énormément tomber. fonctionné, comptabilisant aujourd'hui 112 millions de vues et étant la vidéo gameplay de FNAF la plus populaire de toute la plateforme. Il a trop d'ailleurs popularisé fait le jeu. plusieurs vidéos sur FNAF après celle-ci qui marcheront également beaucoup et qui comptabilisent plusieurs dizaines de millions de vues. Très C'est un peu comme si tu dis Spider-Man quoi pour moi. vite, le jeu c'est un va peu alors ça. grimper en popularité. Five Nights at Stonks. Freddy's est omniprésent et pas qu'aux États-Unis, mais bel et bien partout. Une communauté se construit rapidement et commence à créer autour du jeu. Il y a donc des chansons C'est quoi inspirées cette par manette, FNAF qui sortent, comme par exemple la vidéo YouTube la plus populaire ayant un rapport avec le jeu qui a 303 millions de vues et qui est une musique appelée Five Nights at Freddy's Song par The Living Tombstone. Il y a également des animations, ouais, des chansons d'autres FNAF, ouais. vidéos qui sont pas du gameplay mais qui commencent à par exemple théoriser sur l'œuvre. Je pense notamment à MattPat de la chaîne Game Theory qui toujours aujourd'hui en 2023 continue de sortir des vidéos théories sur Five Nights at Freddy's et donc forcément Il est fou, suite à ce mec. triomphe, une suite sortira. Il fait des vidéos Elle trop aura aussi détaillées. du succès, alors une autre suite sort et ainsi de suite avec de nouveaux designs, de nouveaux contextes selon le jeu comme par exemple Five Nights at Freddy's 4 qui nous met dans une chambre d'enfant avec des animatronics encore plus cauchemardesques. Donc ouais, ça évolue et Five Nights at Freddy's devient ainsi un des, si ce n'est le plus gros succès de jeux vidéo d'horreur indépendant. Et on en est aujourd'hui où un film va sortir au cinéma. Mais alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est très vide. C'est un empire, Alors, wesh. qu'est-ce qui va pouvoir bien être adapté en fait? Comment est-ce que tu veux créer un scénario autour d'un jeu qui lui-même n'en a pas forcément, enfin en tout cas aux premiers abords? Bon, vous le voyez sans doute au timecode de la vidéo, mais je me suis volontairement gardé de vous dire certaines choses. Car si effectivement maintenant vous voyez ce qu'est Five Nights at Freddy's, enfin du moins ce premier jeu qui est à l'origine de tout, eh bien en réalité vous êtes loin, avec ces quelques descriptions et analyses, de savoir réellement ce qu'est Five Nights at Freddy's. À vrai dire, on a à peine effleuré une partie infime de la surface de l'iceberg en fait. Mais Car quoi? en réalité, de nombreux secrets sombres et des choses terriblement horribles sont cachés. À partir de maintenant, les choses vont prendre une toute autre ampleur, puisqu'on va essayer de creuser Ah. et de Ah, j'ai kiffé ça quand il a changé. de J'ai kiffé. découvrir la véritable nature de Il a mis le Five Nights symbiote. at Freddy's pour découvrir sa vraie histoire et ses vrais enjeux. Et pour cela, on va dans un premier temps devoir parler des suites. Et oui, car Five Nights at Freddy's est devenu une série de jeux après avoir multiplié les suites grâce au succès de son Oh, la premier. gueule On a du eu droit Freddy. à Five Nights at Freddy's 2 qui Oh là se là. déroule dans un nouveau lieu avec des nouveaux designs des animatronics mais également des ajouts dans le gameplay dont la possibilité d'assister à des sortes de mini-scènes à travers des mini-jeux. Ouais, c'est quoi ça? T'as déjà vu ça, toi? On dirait un mini-jeu buggé, mon ref. Oh!
Il y a eu un bug au montage Comme vous pouvez le ou? voir, c'est très étrange, on n'y comprend pas grand-chose, c'est très glauque en fait. Et si d'un point de vue extérieur, quand on voit ça pour la première fois, on se dit que c'est juste peut-être des choses pour nous faire peur, il s'agit en réalité de retranscriptions d'événements qui ont un rapport avec ce qui se déroule sous nos yeux pendant tout le long du jeu. Seulement, on n'a pas réellement de contexte, on comprend pas tout, comme si au final, et je vais encore reprendre cet exemple, je suis désolé, mais il s'agissait de petites pièces de puzzle qu'il fallait assembler afin de comprendre réellement ce qui est en train de se passer. Plus tard viendra Five Nights at Freddy's 3, toujours avec des mini-jeux et des scènes étranges et des changements au niveau du gameplay. Pareil pour Five Nights at Freddy's 4, qui lui par contre garde toujours cette essence mais dans un contexte totalement différent. Cette fois, on voit le monde à travers le regard de ce qui semble être un enfant, puisqu'on est dans une chambre d'enfant. Et les animatronics ont un look absolument horrifique. Pour info, ces versions des animatronics sont appelées les Nightmares. Je le Tu déteste, ce m'étonnes. jeu. Avec toujours des scènes Dans la chambre qui là? mettent en avant un personnage, un enfant pleurant, vivant des expériences que je qualifierais de désagréables au final. Viendra ensuite Five Nights at Freddy's 5, appelé Sister Location. Le jeu s'ouvre sur une cinématique. Il est un peu plus narratif, même si on a toujours droit à cette fameuse touche de manque de clarté, sinon hein, c'est trop facile. Et bien sûr, on a encore les traditionnels mini-jeux. Il y aura ensuite Five Nights at Freddy's 6, aka Freddy Fazbear Pizza Simulator, qui continue d'innover dans le gameplay de sa franchise, car il s'agit toujours d'un jeu d'horreur, mais sous des apparences de simulateur de pizzeria un peu cheap, qui colle extrêmement bien avec l'esthétique de la série de jeux. Toujours avec des mini-scènes. Cet épisode a un côté très chaotique que j'affectionne particulièrement, car il entretient un rythme un peu effréné et toujours très surprenant dans le déroulé des choses, entre les phases où tu gères la pizzeria, les mini-jeux et les cutscenes. Les autres jeux vont être passés très rapidement parce que ce n'est pas ceux qu'on va évoquer dans cette vidéo. En tout cas, c'est pas ceux sur lesquels on va le plus J'avais jamais s'attarder. vu ce jeu-là, On a eu Custom Night qui est un jeu où tu sélectionnes l'animatronics contre lequel tu vas être. Il y a aussi eu un jeu VR et un autre jeu qui est le dernier en date, Security Breach, qu'on ne va pas évoquer. Parmi tous les jeux que j'ai cités depuis le début, tous ont des indices sur les malheurs qui gravitent dans cet univers. Et à partir de là, les choses se compliquent beaucoup parce que c'est une partie très vaste à laquelle on s'attaque, mais surtout une partie très cryptique, très floue. Si quelque chose a permis à FNAF de perdurer, c'est en grosse partie sa fanbase. Bah ouais. Elle est très active et encore aujourd'hui plus que jamais avec la sortie du film. Mais si cette fanbase est aussi dévouée, c'est en grosse majorité pour une chose: trouver le sens scénaristique de Five Nights at Freddy's. Voilà, on est d'accord. Et ben en fait, je suis complètement d'accord avec cette théorie de cet argument. En fait, quand il y a tout qui est pas clair, ça donne envie, ça pique ta curiosité, ça te donne envie vraiment d'aller fouiller. Par exemple, c'est un exemple qui n'a rien à voir à FNAF, mais dernièrement, j'ai joué à un jeu là, The Last Monday, un jeu d'horreur là sur Garfield. Il est horrible ce jeu, et je te jure, j'y pensais le soir avant de dormir, et genre ça m'a retourné le cerveau. J'ai vu des scènes, genre ça m'a choqué et tout. Et je me disais, mais attends, j'essaie de trouver du sens, parce qu'il y avait des trucs, pour moi, ça n'avait aucun sens. Et bref, quand les trucs n'ont pas trop de sens, parce que c'était trop clair, et ben en fait, il n'y a plus de suspense après, bref. Et déceler l'histoire qu'il veut raconter de la façon la plus cohérente possible. La communauté a donc commencé, et ce depuis le premier opus, à réellement s'investir et allier des événements qu'on peut voir dans le jeu à des moments clés qui permettent de comprendre une partie de l'histoire, une partie d'un contexte et une chronologie des événements. Le seul souci à tout ça, c'est qu'en réalité, tout est basé sur des théories. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas grand-chose d'explicite. Tout ce qui a été compris dans l'histoire vient de théories de fans qui se basent sur des dialogues. Les mini-jeux, les cinématiques et les décors qui nous entourent et qui contiennent donc des indices, c'est, encore je le dis, mais un véritable puzzle. Un jeu de pistes étalé sur plusieurs jeux qui semble encore aujourd'hui en pleine construction. Alors mesdames et messieurs, j'ai essayé de mettre mon nez dans tout ça, j'ai essayé de fouiller afin de vous présenter au mieux l'histoire cachée de Five Nights at Freddy's. Pour ça, je vais alors me baser sur beaucoup de théories de plusieurs fans, dont des fans plutôt populaires, notamment sur les vidéos de Game Theory, qui a fait un travail formidable. Donc j'ai repris beaucoup des points de sa timeline, tout comme des points d'autres timelines de fans. Et dernier point d'ailleurs, je ne vais pas aller dans la totalité de la chronologie, afin de laisser le plaisir de découverte aux personnes qui seraient intéressées de se plonger dans cette facette passionnante de FNAF, parce que vraiment, je le redis,
mais c'est hyper passionnant. Et j'exagère pas en disant que c'est passionnant, hein. Il y a vraiment un nombre de secrets et de théories ahurissants. C'est juste dingue. Mais bref, ceci étant dit, je vous invite à vous mettre bien parce qu'on va plonger dans des profondeurs que beaucoup de joueurs n'ont pas vues et qui pourtant sont mais alors très très lourdes. Mais Laissez-moi dis-moi, vous là, tu conter m'intrigues. l'assemblage de tous ces indices dissimulés dans tous les jeux. Laissez-moi vous raconter l'histoire de Five Nights Raconte, at frère. Freddy's. Bah, Nous je te sommes aux jure, il États-Unis m'a dans les piqué ma années curiosité de fou. 70 et un nouveau restaurant familial va ouvrir ses portes. Il s'agit d'un restaurant du style Chuck E. Cheese ou encore Showbiz Pizza Place, Voilà. c'est-à-dire un endroit liant forcément restauration, mais également divertissement. Divertissement surtout centré pour les enfants, car la particularité de ce genre de chaîne de fast-food sont leurs mascottes, qui sont des animatroniques d'animaux anthropomorphiques, qui propose des sortes de petits spectacles. Ce tout nouvel établissement local s'appelle le Fred Beers Family Dinner. Fred Beer lui-même est la star de la maison, l'une des 2 créatures anthropomorphiques animatroniques qui enchantent petits et grands. Il prend la forme d'un ours jaune, au design excentrique, coiffé d'un petit chapeau et arborant un nœud papillon violet. Durant les shows proposés par le restaurant, il monte sur scène pour chanter aux côtés de Spring Bonnie, un lapin de couleur marron crème, voire doré, également paré d'un nœud papillon violet. À l'origine de ce lieu charmant, nous allons devoir retenir 2 noms importants. William Afton et Henry Emily. C'est à eux qu'on doit ce restaurant. Ils sont collaborateurs de longue date et ont tous les 2 une vie de famille plus ou moins stable. Enfin, en tout cas, en apparence. Mais on va y revenir. Leur restaurant sera un succès. Un tel succès fulgurant que tout s'accélère rapidement. En 1983, Fred Beer obtient sa propre émission de télévision baptisée Fred Beer and Friends, mettant en scène le célèbre personnage animatronique avec ses copains, aidant fortement à l'iconisation de la mascotte de Fazbear Entertainment, la société derrière la marque. Et aussi un second restaurant va s'ouvrir, une succursale qui sera une pizzeria nommée Freddy Fazbear Pizza, avec de nouveaux animatronics. Il y a notamment un ours marron, semblable à Fred Beer, à la différence que ses accessoires sont noirs. On a également un lapin nommé Bonnie, pareil, semblable à Spring Bonnie, à la différence de son pelage bleuté, ainsi que des animatronics inédits qu'on a pu apercevoir notamment dans l'émission Fred Beers and Friends. Nous avons Foxy, un renard pirate, et Chica, une petite poulette. Face à une telle réussite, les 2 collègues et amis ne peuvent qu'espérer le meilleur. Et si le livre de leur histoire devait se fermer maintenant, on pourrait la qualifier de véritable success story pleine de promesses et de bonnes choses. Mais malheureusement, en coulisses, c'est loin d'être aussi rose. Effectivement, Henry Emily et William Afton sont collègues et amis, mais en réalité, cette amitié n'est pas si parfaite, puisque secrètement se cache un ressentiment profond chez William envers Henry. Cette jalousie avait en fait plusieurs facteurs possibles. Certains prétendaient que c'était parce qu'Henry était plus talentueux que lui dans la conception d'animatronique, ainsi que dans la gestion d'un business comme ses restaurants, et d'autres ont émis la théorie que cette jalousie allait plus loin que l'aspect travail, car elle serait le fruit de l'aigreur et de l'amertume d'Afton. Si on décide d'être aiguillé par les livres, parce que oui, ce qu'il faut savoir, c'est que Five Nights at Freddy's a été adapté en roman, écrit par le créateur du jeu lui-même, mais ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est absolument pas canon à l'univers du jeu, c'est-à-dire que les événements du roman sont propres au roman, mais en revanche, ceux-ci peuvent quand même nous aiguiller sur certaines parties du jeu. Il est précisé dans un des livres, The Silver Eyes, que William Afton était jaloux de Henry Emily parce qu'il avait une capacité à aimer et parce qu'il était aimé. De ce genre de phrases peuvent partir des théories d'interprétation, parce que oui, il va y avoir beaucoup de ça, il va y avoir beaucoup de théories qui sont basées en grande partie sur rien d'autre que des spéculations et des interprétations comme beaucoup de choses dans le lore de FNAF. Néanmoins, avant cette jalousie, il y avait une collaboration unique entre les 2, car leurs animatronics du Fred Beers Family Dinner ne sont pas tout à fait des robots comme les autres. Spring Fred Beer et Spring Bonnie ont le préfixe Spring dans leur appellation car il ne s'agit pas d'un simple animatronics. Ils sont en réalité des Springlocks, une invention originale de William et Henry qui font d'eux des hybrides à mi-chemin entre un costume que l'on pouvait enfiler et un robot.
Il y a à l'intérieur de ces animatroniques un système de ressorts qui verrouille ou déverrouille un mécanisme robotique pour ainsi créer de l'espace et permettre aux employés de le porter comme un gros costume contrôlable. Qui peut se Si sur refermer le des papier fois. l'idée semble bonne, elle va s'avérer être en fait une source de problème car elle va être à l'origine d'un drame qui aura lieu en 1983. Une année qui pourtant semblait si bien se dérouler pour nos deux protagonistes. William Afton est père de famille. Je sais pas, Il a 83, trois ça sonne pas bien enfants, déjà. Un qu'on appellera Evan, un qui s'appelle Michael et une qui s'appelle Elizabeth. Ce qu'il faut savoir, c'est que Evan, lui, est effrayé par les animatroniques, ce qui semble amuser son grand frère, Michael, qui prend plaisir à le taquiner sur ce sujet en lui faisant peur et en le confrontant aux animatronics. Sauf qu'un soir, Michael va aller un peu trop loin dans sa quête de divertissement Ah, je aux la dépens connais de son celle-là. petit Ouais. frère. Avec des amis, il va se rendre au resto de leur père lors de l'anniversaire d'Evan. Voyant des Evan hagards. effrayé, en larmes, Michael et ses amis décident de faire encore plus peur au garçon pour rigoler. Ils veulent le mettre dans la bouche ouverte de Fred Beer. Ils soulevèrent donc Evan pour le mettre à la hauteur de l'ourson jaune, et c'est à ce moment-là que les événements prirent un tournant dramatique. Kadak. Ok, ça je connais. The Bite of 83. Et là, il y a du sang normalement. Ça Il jaillit mourra partout. quelques temps plus tard à l'hôpital à cause du coup, victime de la défaillance des ressorts de l'articulation de la bouche de Fred Beer. Cette défaillance est survenue suite à la lutte d'Evan pour échapper à la prise de Fred Beer, qui causera un impact fatal lorsque l'articulation de la tête du robot s'abattit brusquement sur celle du jeune frère de Michael. Michael qui, avec ses amis, restera profondément marqué à tout jamais de l'horreur qu'il venait de produire. William, désemparé, s'adressera à Evan sur son lit d'hôpital quelques secondes avant sa mort, lui disant « Nous allons te ramener ». Cet événement tragique sera surnommé la morsure de 83 et sera à l'origine de nombreux changements dans le restaurant. Déjà, les Springlocks seront interdits, étant jugés comme trop dangereuses, car si les ressorts lâchent et que l'endosquelette se déverrouille avec quelqu'un à l'intérieur, les chances de survie sont minces. Ensuite, Henry conçut un animatronique bien différent des autres, dont la principale fonction va être de protéger les enfants au sein du restaurant, afin d'éviter tout incident similaire. Pour cela, à l'entrée du restaurant, les enfants se voient désormais attribuer des bracelets de sécurité. Mais en dehors du dîner, il y a William, qui lui est détruit par la mort de son fils. Dans de telles circonstances, la colère prend souvent le dessus. Et William ne fit pas exception. Il va vouloir régler ses comptes avec Henry, qu'il considère en partie responsable de la défaillance des Springlocks qui ont coûté la vie de son fils. Il prend sa voiture et se rend au Fred Beer Family Dinner, où il est sûr de retrouver son associé. Maintenant, il est temps de parler de la famille d'Henry Emily. J'avais mentionné plus tôt qu'il était père de famille aimant, et il l'est, car il est le papa d'une petite fille, Charlotte. Inquiet pour la sécurité de sa fille suite aux événements, il lui donnera un bracelet vert, pour bien la distinguer des autres enfants et la retrouver au plus vite si jamais il lui arrive quelque chose. L'animatronique qu'il a créée, qui d'ailleurs se nomme The Puppet, elle aussi était consciente qu'elle devait accorder une attention particulière à cet enfant au bracelet vert. On pourrait presque se demander si Henry n'avait pas conçu cette animatronique exprès pour protéger sa fille suite au traumatisme qu'il a vécu comme de nombreuses autres personnes présentes lors de la morsure de 1983. Ce soir-là, quand William se rend au dîner, dans le restaurant, les enfants semblent agités et jouent de façon désordonnée, chaotique. Notamment avec The Puppet, qui finira lors des agitations des enfants, bloqué dans sa boîte. Pendant ce temps, Charlotte, la fille de Henry, se trouvait dehors. Elle prenait l'air et observait les enfants par la fenêtre. The Puppet, qui doit normalement jeter un œil sur elle, remarque ça, mais elle ne pouvait toutefois pas aller la surveiller car elle était prisonnière dans sa boîte. Et c'est ici que William arrive devant l'établissement. Sa colère était à son paroxysme. Mais quelque chose sur sa route va piquer son attention. Il remarque Charlotte, toute seule, à l'arrière du restaurant. À ce moment précis, tout vestige d'humanité qui pouvait subsister en William Afton s'évapora, laissant place à la haine, à la rancune et au désespoir. Des pensées effroyables se mirent à tourner en boucle dans sa tête. Pourquoi est-ce que lui, il devait perdre son fils pour un accident qui avait été causé par 2 personnes? Pourquoi est-ce qu'il serait le seul à subir les conséquences de cette défaillance alors que Henry Emily lui aussi a conçu ces Springlocks? Pourquoi est-ce qu'il aurait le droit de voir grandir son enfant
et pas lui. Sous l'emprise d'une pulsion meurtrière dirigée par sa soif de vengeance, il s'abattit sur Charlotte et commettra l'irréparable, avant de disparaître aussi vite qu'il est venu. The Puppet finit par se libérer à force de pousser et se précipita vers la sortie du restaurant pour vérifier l'état de Charlotte. Mais elle ne trouvera rien d'autre que son corps inanimé gisant au sol. Et l'histoire, elle est trop sombre. Wesh. The Puppet se couche face à elle, la prend dans ses bras, et quelque chose de mystérieux se produisit. C'était un événement qui défiait toute explication rationnelle, mais qui aura néanmoins lieu. L'âme de la petite fille d'Henry prit possession de The Puppet, utilisant cette dernière comme une nouvelle enveloppe corporelle. Cependant, au stade où on en est, personne fut au courant de cet étrange phénomène. Pour l'instant, Henry venait juste de vivre le pire événement de sa vie et avait du mal à se remettre de ce cauchemar. Suite à tous ces scandales, le Fredbear Family Diner va fermer ses portes. Pendant ce temps, William progressera dans le domaine de la construction et de la technologie, gagnant en compétences mais perdant en lucidité. Sa santé mentale se détériora de plus en plus et il continue dans son délire de vouloir ramener Evan parmi les vivants. Il veut jouer avec la vie. Ce qui n'arrangera pas ses pulsions meurtrières, puisqu'en tuant la fille de son ancien collègue, il a goûté au sang. Et une bête qui goûte au sang finit forcément par en refaire couler. William s'enfonça inexorablement dans l'horreur, prêt à répéter ses actes abominables pour ressentir à nouveau la liberté qu'il a ressentie lors du meurtre de Charlotte Emily. Après l'interdiction des Springlocks, William Afton a récupéré un des deux costumes, celui de Spring Bonnie. Et lors d'une sombre soirée de 1985, il va l'enfiler et se rendre au Freddy Fazbear Pizza, qui lui était encore ouvert et encore très populaire. Lors de cette soirée, il prendra une enfant pour cible, Suzy, qui venait de perdre son chien et dont les parents l'amenaient au restaurant pour lui remonter le moral. Entendant ça, William, dans le costume de Bonnie, va faire en sorte d'attirer l'enfant. Alors qu'elle se retrouvera momentanément isolée, elle entendit une voix dans l'obscurité lui susurrer « Il n'est pas vraiment mort, il est juste ici, viens, suis-moi ». Une fois dans une pièce où il était sûr qu'elle ne serait pas retrouvée, il m'a donné des frissons, William l'abattit froidement, retrouvant ainsi les mêmes sensations qu'il avait éprouvées en tuant Charlotte. Ce meurtre ne fut malheureusement pas un cas isolé. William réutilisera cette même technique pour attirer d'autres enfants, et il fut ainsi responsable de ce qui devint connu sous le nom de MCI, The Missing Children Incident. En français, l'incident des enfants disparus. 5 enfants sont portés disparus. La police soupçonne alors un homme de s'être déguisé à un des animatronics présents dans le restaurant pour attirer et tuer les jeunes victimes. L'affaire fit les gros titres des journaux, attira l'attention des médias et resta sans suspect, jusqu'au jour où la police mit enfin la main sur les images de surveillance du restaurant. William Afton fut suspecté et inculpé dans l'affaire. Mais faute de preuves tangibles, il ne fut pas condamné et les corps des enfants ne seront jamais retrouvés. À la suite de cette affaire, William Afton fut licencié de la société à l'origine des restaurants et le Freddy's Fazbear's Pizza rejoignit le Fredbear's Dinner dans la liste des établissements qui seront fermés. C'est là que The Puppet, l'esprit de Charlotte Emily, rentrera en jeu une nouvelle fois. Elle retrouva le corps des enfants décédés et chercha un refuge pour chacune de leurs âmes. Ainsi, Freddy, Chica, Foxy et Bonnie furent possédés par les esprits tourmentés d'enfants ayant vécu des horreurs indicibles et qui aujourd'hui ne sont plus de simples gosses innocents et naïfs. Il y a plusieurs théories sur pourquoi est-ce que ces animatronics sont aussi agressifs. Et pour les besoins de cette chronologie, je vais prendre différentes théories. S'ils sont parfois agressifs, c'est parce qu'ils se sentent en danger et qu'ils veulent se venger. Après leur décès, leur mémoire est altérée et ils ne se souviennent que de peu de choses à l'exception d'une. Un adulte leur a fait du mal. D'ailleurs, dans Five Nights at Freddy's 2, il y a une allusion à ça. Ils se sentent à l'aise avec les enfants, mais lorsqu'ils rencontrent un adulte, ils le fixent intensément. Ah. À un moment donné, avant la fermeture de la pizzeria... C'est pour ça qu'ils se... Genre, ils se défoulent sur le gardien. C'est pour ça, en fait, ils veulent le ken. C'est ça en fait. Il avait été rapporté que des parents avaient remarqué ce qui semblait être du sang et du mucus autour des yeux et de la bouche des mascottes.
Un parent les a même comparés à des carcasses réanimées. La raison à ça pourrait être que William avait initialement caché les corps des enfants dans les animatronics, mais que suite à la plainte de clients qui parlaient d'odeurs nauséabondes sortant justement des animatronics, il a décidé de les planquer ailleurs et de nettoyer les robots. Quelle que soit la vérité, Fazbear Ça me rappelle, j'avais lu ça dans un des VHS FNAF. Entertainment sera à tout jamais lié à ces histoires lugubres qui se déroulent depuis 1983. 2 ans plus tard, Henry va rouvrir le Freddy's, mais cette fois-ci, il va s'assurer que rien ne parte en vrille. William n'était plus dans les parages et les animatronics avaient été recréés et améliorés. Ils arboraient désormais un aspect plus enfantin, semblable à des jouets, et étaient équipés d'un système de reconnaissance faciale et d'une base de données criminelle, ce qui devait garantir la sécurité de tous et mieux protéger les enfants en cas de menace. En apprenant la nouvelle de la réouverture du Fazbear Pizza, William Afton ne va pas être content. Pas du tout. Et il va sévir en s'introduisant. Cette fois-ci, pas en tant que cofondateur, mais en s'engageant en tant que simple gardien provisoire des lieux. On imagine que c'est fait sous une fausse identité, afin de ne pas être reconnu par Henry. C'est ici qu'il va retrouver les carcasses des anciens animatronics. Mais attends, j'ai pas suivi 2 secondes. Ok, excusez-moi, je me suis juste permis de remater. Parce que je me suis dit, qui c'est qui a réouvert? En fait, c'était Henry. Mais également un costume. Un costume dont il se souvient très bien. Il vient de remettre la main sur Spring Bonnie et va l'enfiler pour s'en servir et tuer 5 autres enfants. De la même manière qu'il l'a fait la première fois. Il est toujours de retour. Il était sûr de faire fermer à nouveau le restaurant, en plus de continuer à détruire dans l'intérieur Henry et Millie. Sauf qu'en commettant le crime, il se rend compte de quelque chose de curieux. Les vieux animatronics bougent et donnent comme l'impression qu'ils essayent de sauver les victimes. C'est un détail qui va avoir son importance, car en parallèle à l'intrusion de William, un gardien de nuit va être engagé. Il s'agit de Jeremy Fitzgerald. Le lendemain où le crime horrible de William se produit, une nouvelle tombe. Le nouveau gardien de nuit, Jeremy, a été mordu par un des animatronics. Il peut y avoir plusieurs explications à ça. Attends, quoi? Ok, du coup, quand je fais pause comme ça, c'est que moi je remate sans que vous rematiez parce qu'il y en a que ça fait chier de replay. Il peut y avoir plusieurs explications à ça. Les animatronics, anciens et nouveaux, ont pu confondre les 2 gardiens. Ils ont pris Jérémy pour le meurtrier car les 2 portaient la même tenue. Du moins celle que les animatronics ont vue avant que William endosse le costume de Spring Bonnie. Une tenue d'agent de sécurité classique et identique selon les personnes. Dans l'obscurité, même la reconnaissance faciale n'a pas pu distinguer les 2. Si on imagine que c'est un des nouveaux animatronics qui a mordu Jérémy. Quoi qu'il en soit, ce gardien de nuit a été mordu et cet événement prendra le nom de la morsure de 87. Et ainsi, seulement quelques semaines après sa réouverture, le Freddy Fazbear Pizza va à nouveau fermer ses portes. Pour ce qui est des 5 autres enfants tués par William, nous n'y reviendrons pas en détail car on n'a aucune idée de ce qu'ils deviennent. Il est possible d'imaginer que cette affaire a peut-être été étouffée par Fazbear Entertainment et donc en partie par Henry pour éviter un nouveau scandale et ainsi ne pas tomber dans le sinistre stratagème de William. Malheureusement, celui-ci a quand même fonctionné mais de manière inattendue car la morsure de 87 qui en a découlé a été l'événement qui a entraîné la fermeture du restaurant. De son côté, William Afton veut comprendre ce qu'il a vu. Comment les animatronics se sont animés et ont fini par tuer Jérémy, sans doute en le prenant pour lui. Comme s'ils étaient contrôlés par quelque chose de surnaturel et qu'ils avaient une intention, défendre les enfants. Il va alors créer dans l'ombre son projet de nouveau restaurant, avec ses propres créations robotiques, les Fun Times. Cependant, cette fois-ci, son objectif n'était pas de divertir les enfants avec ses animatronics, mais de les utiliser à d'autres fins. Il a conçu des robots capables d'enlever des enfants à distance et de les maintenir prisonniers dans leur intérieur, voire même de les tuer sur place et conserver le corps. Grâce à ça, il va enfin observer le phénomène de possession de plus près et comprendre comment ça marche. Le lieu qui va servir de prétexte pour ça va être baptisé Circus Baby Pizza World. Les robots de ce futur établissement seront pour certains des versions dites Funtime des précédentes créations de William, Funtime Foxy et Funtime Freddy. Mais il va également prévoir d'autres robots originaux, comme une ballerine, Ballora, et une petite fille, qui sera le visage emblématique de cette nouvelle pizzeria, Circus Baby. Et sur cette création, il y a une personne petite personne qui va en être passionnée. Il s'agit d'Elizabeth Afton, la jeune fille de William. Les couleurs... Circus Baby, c'est pas en vrai un truc qui fait 200 kilos le bail. Je sais pas, il y a un autre fois, il m'a dit ouais, elle est grave lourde et tout. Flashy et l'aspect joyeux des robots semblent l'égayer. Mais William, soucieux de la sécurité de sa fille, lui avait interdit. Ah non, c'était dans la dernière vidéo que j'ai maté sur le sujet. Les robots semblent l'égayer. Mais William, soucieux de la sécurité de sa fille, lui avait interdit de s'en approcher de trop près. Elisabeth sera donc frustrée
Elle savait que des enfants allaient pouvoir jouer avec elle lors de l'ouverture du restaurant, mais elle ne peut pas. Daddy, why won't you let me play with her? Cependant, la tentation était trop forte, et un jour où William avait le dos tourné, Elizabeth s'est introduite dans l'atelier où étaient entreposés les décors et les animatronics du Circus Baby Pizza World, Daddy isn't watching. et s'est retrouvée face au robot qui la fascinait tant. Ce qui était destiné à arriver, arriva. C'était le mec tout. Elle s'est fait gommer. Attends, j'ai envie de revoir ça. Elle s'est fait aspirer d'une manière. Attends. Ah, d'accord, juste comme ça, tac, et. Ok. Elle a broyé, j'espère, non? Le piège de William vient de Tamskina. se refermer sur lui, et une fois de plus, une de ses créations a coûté la vie à un de ses enfants. William, désemparé, va annuler l'ouverture de son restaurant, en prétextant une fuite de gaz. Toutefois, Afton va remarquer un changement dans Baby, comme si son expérience avait réussi et que l'âme d'Elizabeth était désormais en elle. Le changement le plus remarquable sera sa couleur de yeux, qui passera du bleu original au vert, couleur d'yeux d'Elizabeth. Il décida alors de poursuivre ses recherches pour comprendre ce qui était à l'origine de tout cela. Et ce qui est à l'origine de ça, c'est un concept dans l'univers de Five Nights at Freddy's qui s'appelle le Remnant. Et C'est ça, les ok. choses sont assez compliquées comme ça, donc voici une définition Google de ce qu'est le Remnant. Le Remnant est une substance métallique qui peut être utilisée pour contenir des âmes et donc la vie dans des objets inanimés, ce qui en fait l'une des principales raisons des manifestations paranormales dans les animatroniques. William va alors avoir besoin de matériaux Moi, ce que j'ai capté, c'est que c'est comme des résidus d'âme des enfants. Moi, c'est comme ça que je l'ai capté. pour continuer ses expérimentations, et il sait où en trouver, dans son ancien restaurant, le Freddy Fazbear Pizza. Et que c'est comme ça qu'en fait, ça peut faire revivre les trucs ou je sais pas quoi là. Il pénétra dans les ruines délabrées du restaurant, un endroit autrefois vibrant de joie, mais maintenant imprégné de sa propre perversion qui a causé ses multiples fermetures et son abandon dans l'obscurité. Il récupérera des pièces d'anciens animatronics qu'il fera fondre pour les injecter dans les fun times. D'un coup, les animatronics commencent à bouger. Ça y est, William a trouvé la réponse à ses questions. Il sait que ces animatronics ont quelque chose en eux. Sauf que ce quelque chose a vécu des choses tellement atroces qu'elles en sont devenues mauvaises. Sans doute que dans les pièces qu'il a pris et qu'il a fait fondre, il devait s'y trouver cette fameuse substance. Enfin, en tout cas, des bribes ici et là, qui font qu'il ne s'agit même plus d'âme à part entière, mais qu'il s'agit d'un mélange d'âmes incomplètes et totalement torturées. Il se rend donc à nouveau dans son ancien restaurant abandonné dans le but de voler des nouvelles pièces des anciens animatronics, comme pour dégueulasse. compléter et rassembler les âmes, qu'elles aient un comportement similaire à celui de Baby. Mais tout va très vite dans la tête de William, tout semble de plus en plus étrange. Son esprit, rongé par la folie qui le tourmentait depuis des années, se perdait dans un tourbillon de confusion, jusqu'à en atteindre son apogée. Sans savoir s'il s'agit de la réalité, William va être pris d'un profond malaise entre les murs décrépits de l'endroit qui avait été le théâtre de ses crimes abominables. Il revit les visages des 5 premiers enfants qu'il avait assassinés, comme si les esprits de ces enfants venaient pour se venger, pour le punir de tout ce que cet infect personnage leur a fait subir. il a peur. Pris de panique, Afton va se réfugier dans Spring Bonnie, qui était encore dans ce restaurant et qui était le costume avec lequel il a commis ses crimes. Mais comme dit précédemment, si les Spring Locks ont été interdits, c'est qu'il y avait une raison. Ils étaient dangereux. Et si effectivement, les premières fois où il a utilisé le costume, tout s'est passé sans souci, cette fois-ci, les choses allaient être différentes. Les ressorts vont céder sous les mouvements de William, qui est angoissé par la vision qu'il a. Il va être écrasé à l'intérieur du costume par les endosquelettes de Spring Bonnie, C'est comme ça que qui ça arrive. reprennent leur place. Bah, tu vois, il explique très bien. J'avais jamais compris que c'était suite à ça qu'il est rentré en panique dedans et après, crac, il s'est fait broyer. Je savais pas Et vraiment. William va être ainsi, seul, agonisant dans une flaque de sang, derrière ce sourire faussement bienveillant qui masquait le véritable visage derrière les horreurs des meurtres commis. L'agonie s'étirera sur plusieurs jours, Afton gisant dans la crasse et le désespoir, accroché à la vie malgré la douleur lancinante qui le consumait. Son obstination à survivre était aussi féroce que ses actes passés étaient cruels. Les meilleurs partent en premier, c'est pour cela qu'Afton reste encore un peu, même si cette souffrance lui donnerait presque envie de suivre la lumière des flammes qui l'attendaient dans les enfers.
Pour ce qui est de la suite, William sera retrouvé, peut-être par en garde des lieux, et la décision qui sera prise par le propriétaire de l'endroit, donc Henry, sera d'enfermer le corps d'Afton à tout jamais dans cette salle. Les choses pourraient se terminer comme ça, mais non, c'est pas une conclusion, c'est pas une bonne Il conclusion. s'est dit, attends, j'ai trouvé limite un cadavre dans un robot, bah on l'enferme, c'est ça. Il y a encore des âmes errantes en pleine souffrance qui traînent quelque part. Des âmes qui sont torturées et prisonnières dans des animatroniques. Alors pour réparer tout ça, il va falloir aller plus loin que de nos deux protagonistes actuels et dézoomer pour revenir sur quelqu'un qui s'est fait assez discret depuis quelque temps, Michael Afton, le fils de William. Depuis l'homicide involontaire qu'il a commis sur son frère, Michael est en détresse. Il se renferme sur lui-même et c'est pas sur sa famille qu'il fallait compter. Il voyait de moins en moins William qui lui traînait toujours dans son atelier, endroit où il créait tous ses animatronics et projets. Mais la disparition soudaine de son père suscita en lui des interrogations et une inquiétude grandissante, bien qu'il n'ait jamais été particulièrement proche de lui. Cependant, ce moment sera également lié à une opportunité inattendue qu'il allait avoir pour répondre un peu aux questions qu'il se pose quant à son papa et à sa disparition. Il tombera sur une nouvelle particulière, annonçant que plusieurs années après les drames et les fermetures successives des restaurants, Freddy Fazbear Pizza avait été rénové et allait ouvrir à nouveau ses portes. Évidemment, c'est parce que Fazbear Entertainment et Henry Emily ont pris la décision, sachant que William était enfin hors d'état de nuire. Ignorant que son père n'était plus associé à l'entreprise, Michael considéra cette occasion comme une chance d'en apprendre davantage sur lui et sur les affaires entourant Fazbear. Il sait que son... Attends. Ok, excuse-moi. Du coup, j'ai rematé juste pour essayer de comprendre qui avait réouvert cette fois-ci le resto. On sait toujours pas. Ok, je pensais que j'avais raté une info. Il sait que son père a été soupçonné de plusieurs choses, que des rumeurs courent, mais l'incapacité de la justice à le condamner l'avait toujours poussé à douter de ses allégations. S'il n'avait pas été condamné, alors son père était innocent. Ah là là, Michael, si la justice servait à quelque chose, ça se saurait. Michael va essayer d'obtenir un job là-bas, le job de gardien de nuit du restaurant. Pour ce genre de travail, les demandes ne se bousculent pas, forcément, surtout au vu de ce qu'il s'est déjà passé auparavant. Donc il l'obtiendra assez facilement. Nous sommes alors dans les années 90 et les événements du premier Five Nights at Freddy's se déroulent. Dès ses premières nuits, Michael comprit que quelque chose n'allait pas. De plus, il sent cette atmosphère lugubre qui pèse sur ses épaules, comme si les horreurs passées avaient gravé leur sinistre empreinte dans chaque recoin de ce lieu. Et aussi, il découvrira quelque chose. En fait, ça, c'est l'histoire de Hell Pointed le premier, c'est ça ou pas? Les animatronics prenaient vie la nuit, devenant dangereux une fois le service terminé, comme si leur véritable nature refaisait surface. Michael ignorait ce qui déclenchait ce phénomène, mais il savait que son père, dont il n'avait plus de nouvelles, en était informé, voire même était impliqué dans tout ça. À la fin de sa semaine, Mike sera renvoyé. Il se négligeait, il commençait à avoir une obsession pour tout ça, le poussant à ne plus prendre soin de lui. Son hygiène de vie a poussé la direction à le renvoyer. Ah ouais, ça disait tampering with the animatronics. Ça veut dire quoi ça déjà? Je crois que ça veut dire il trafiquait ou il modifiait les animatroniques, je crois, et pas professionnel, et il pue sa mère. Donc il était déjà introverti, mais cette expérience l'avait profondément secoué et plongé dans l'incompréhension. Elle avait ravivé les souvenirs les plus douloureux de sa vie, notamment la morsure de 83, dont il porte une part de responsabilité. Quelques semaines plus tard, Freddy Fazbear Pizzeria refermera ses portes pour des raisons financières. Le succès de la franchise n'était plus là. Pour le commun des mortels, Freddy était désormais associé à trop d'histoires horribles pour pouvoir attirer un quelconque nouveau public. Par la suite, Michael décidera d'aller fouiller dans un endroit qui était sûr de renfermer toutes les réponses à ses questions, l'atelier de son père. L'accès à cet endroit était habituellement interdit et fermé à clé, donc Michael va s'y aventurer, bien que son appréhension soit palpable. Et bingo, c'est ouvert. William devait se douter que ses allers-retours au Fazbear pouvaient le mettre en danger, et n'avait donc pas fermé la porte de son atelier. Michael était sûr qu'il y trouverait des réponses, quelque chose qui le guiderait, mais cette fois, il ne s'agissait pas d'instructions, mais d'une grande porte en métal, semblable à un ascenseur. Il est confus, mais au stade où il en est, il décide quand même d'y pénétrer. Welcome to the first day of your exciting new career. Whether you were approached at a job fair, read our ad in screws, bolts, and hairpins, or if this is the result of a dare,
we welcome you. Une voix le guidait. Une voix étant censée guider un garde des lieux. Sur le mur de l'ascenseur, des images de Circus Baby Pizza, le projet de son père qui n'a jamais vu le jour, un projet qui lui a fait perdre sa sœur. Il découvrira plein de choses. Il n'aurait jamais pu imaginer un seul instant l'installation de tout ça dans des pièces cachées sous son propre toit. Des plans montraient l'agencement de cette sorte de bunker, d'autres montraient des plans de prototypes de robots qui montrent les caractéristiques de ceux-ci qui d'ailleurs sont flippantes. Il commence à réaliser qu'il n'y a plus aucun doute. Attends, ça disait quoi? Capteur de proximité, suivi parental, pivot 360, imitation vocale, l'heure, réservoir de stockage. D'ailleurs, sont flippantes. Il commence à réaliser qu'il n'y a plus aucun doute. Les rumeurs contre son père semblent s'avérer vraies. À chaque fois qu'il jette un œil aux éléments que renferme ce lieu, il y a une nouvelle preuve. Il découvre tous les secrets des animatronics, comment ceux-ci peuvent kidnapper et contenir un enfant en eux, et de comment il a construit un objet ressemblant à un instrument de torture pour injecter le mélange de ceux-ci dans les Funtime, le Scooper. Une machine servant de réservoir à Remnant, pouvant extirper l'endosquelette des animatronics, mais également peut-être aussi enlever les enfants, une fois qu'ils sont dans les corps de ces robots. Des questions se mettent à tourbillonner dans sa tête. Son père... D'ailleurs, le Scooper, attention, spoiler alert, attention. Dans le DLC Ruine de FNAF Security Breach, c'est ce qui a déglingué à la fin le Mimic. Enfin, il y avait, je crois qu'il s'appelait comme ça, le Mimic, non? Bref, il y avait une fin alternative, je crois, où il se fait déglinguer par le Mimic ou un truc comme ça. Pas celle où tu rentres dans l'ascenseur, du coup, mais il y en a une où tu prends une autre allée, t'appuies sur un bouton, tac, après il se fait déglinguer, tu vois. Et je crois qu'il était dedans, du coup, le Scooper. Père était-il réellement le psychopathe décrit dans les médias? Et ça ne s'arrêtera pas lorsqu'il décidera de la tourner, parce qu'en effet, il allait voir quelque chose qui allait lui déclencher un plus grand choc. À sa grande surprise, ce robot semblait animé, mais son comportement était bien différent des autres animatronics. Il paraissait familier à Michael. Alors, avec quelques minutes, peut-être des heures de réflexion, tout finira par s'éclairer. Avec les informations qu'il avait rassemblées et les liens qu'il avait établis entre de nombreux événements, notamment sur la disparition de sa sœur, il en vint à une conclusion terrifiante. Elizabeth Afton est vivante dans l'animatronique Circus Baby. Vivante. Après de longs mois, voire des années de séparation, il avait enfin retrouvé sa sœur. Et c'est ça en fait, il comprend enfin le plan de son père et pourquoi cette porte était ouverte. Il voulait que si il lui arrive quelque chose, Michael puisse terminer le travail et continuer les expérimentations. Sauf que Michael, lui, semble un peu plus lucide que son père et avait désormais un objectif bien différent, sauver les âmes tourmentées qui habitent les animatronics. Il comprit que ces âmes se sentaient prisonnières et aspiraient à la liberté. Circus Baby, de son côté, s'engagea à l'aider dans cette mission, le guidant avec sa voix à travers tout le bunker de son père où il y avait des animatronics. Elle était prête à le protéger des dangers qui pourraient bien s'en prendre à lui. Attends, quoi? Ah ouais, d'accord. Donc en fait, elle l'aidait elle-même, tu vois. Ce sont alors les événements de Sister Location qui se déroulent. Au fil des nuits, Michael fut guidé dans une étrange pièce par la voix de sa sœur, à travers Circus Baby. Une fois à l'intérieur de cette pièce sinistre, Michael n'eut guère le temps de cligner des yeux qu'il se retrouva piégé, seul, avec la machine dont je vous ai parlé précédemment, le Scooper. Il était enfermé et bloqué, et ainsi Circus Baby révéla alors sa vraie nature. I've been out before. Hein? But they always put me back. Sa vraie intention. Elle ne voulait pas aider Michael. En réalité, elle était devenue Ennard, une fusion d'endosquelettes de chaque animatronics formant une conscience collective. Ah. They always put us back inside. There's nowhere for us to hide here. There's nowhere to go when we look like this. But if we looked like you, then we could hide. If we looked like you, then we would have somewhere to go. Leur objectif était clair, s'enfuir d'ici en ayant une apparence normale, et donc en vidant une partie du corps de Michael de ses organes pour utiliser sa plastique afin de pouvoir vivre à l'air libre. Un peu comme si Michael était devenu un costume Spring. Ils veulent adopter une apparence humaine et vivre loin du confinement imposé par leurs conditions. Mais ça n'a aucun putain de sens. The scooper only hurts for a moment.
Mais il va le déchiqueter en fait. Oh là là. Il n'est alors plus lui-même. Il partage son corps avec un mélange d'endosquelettes qui ont pris possession de lui, qui se servent de son corps comme d'un revêtement. Mais malheureusement, un corps, lorsqu'il est vidé de toute vie, finit par se décomposer. La chair de Michael commença à se désagréger. En fait, c'était un mort quoi. On a une teinte sinistre virant vers le violet. Une odeur de mort imprégna l'air partout où il passait. Les gens qui croisèrent son chemin furent terrifiés, se cachant derrière cette vision d'horreur. C'était comme si quelqu'un manipulait un cadavre, le forçant à marcher malgré la décomposition inévitable. Sauf que même en y mettant toute la volonté du monde, un mort ne peut continuer à marcher. Car même si Ennard est toujours en lui, Michael semble être mort. Ennard, sous la forme de Michael, s'effondre en pleine rue. Le corps s'écroule sur lui-même. Le cadavre ambulant de Michael était devenu inutile, et les entités d'Ennard furent contraires de quitter le corps de celui-ci. De sa bouche sort l'entièreté du système Ennard. Ils sont à l'air libre, revenus à la case départ. Ils ne peuvent rester à la surface sous cette forme, et laissent donc le... Ça me répugne à un point. Cette histoire, elle est horrible, frère. C'est, je crois, le truc le plus dégueulasse, frère, de tout ce qu'on a entendu, frère. C'est quoi ça? Corps de Michael sur le trottoir avant de s'enfuir dans la bouche d'égout la plus proche. Oh là là, heureusement que c'est fait de cette manière, hein. Pixel, tout ça. Elle lui a dit tu vas pas mourir. Bah là, il est die, hein. Est-ce que son âme, elle est avec eux ou pas? Du coup, ou... Hein? La mort ne voulait pas de Michael. Quelque chose en lui se réveilla, ce que l'on aurait pu considérer comme la partie endormie de notre protagoniste. C'était grâce au scooper qui, pendant l'éviscération, convertit sa conscience et son âme en remnant, lui permettant de survivre en tant qu'âme qui possède son propre corps. Oui, bien Mais sûr. Michael ne peut plus se montrer. Il a maintenant l'apparence d'un mort-vivant, bien qu'il ne veuille pas abandonner son objectif de libérer les âmes torturées. Par contre, j'aurais préféré qu'il reste sur le bitume, frère. C'est bon, là. Pourquoi il revit, là? Ça me rappelle vraiment son daron, là. À chaque fois, il revient. I'm always back, always back. Non, frère, à un moment donné, crève, c'est bon, là. Et par son père, il était désormais limité à mener une existence recluse chez lui. Du coup, le temps va passer. Les mois s'écoulèrent, puis les années. Et avec l'évolution de la société américaine, les événements horribles liés à Fazbear Entertainment devinrent un élément du folklore. Tout le monde connaissait les soi-disant malédictions qui pesaient sur ces restaurants. L'imagerie des animatronics inspirera d'ailleurs plus tard des œuvres sordides, telles qu'un projet de parc d'attractions d'horreur basé sur les drames qui ont frappé les établissements de la firme. Nous sommes 30 ans après la dernière fermeture du Freddy Fazbear Pizza. Michael découvrira qu'effectivement, un parc à thème sur ça allait ouvrir. Fazbear Fright, The Horror Attraction. À ce moment-là, Michael n'a pas les mots. Il est écœuré qu'une telle chose puisse voir le jour. Il va donc sortir, après des années et des années d'enfermement, pour mettre son nez dans tout ça. Et vous l'aurez compris, il va donc essayer d'obtenir un job en tant que gardien de nuit du lieu. Sauf qu'il n'était pas au bout de ses surprises. C'est ici que vont commencer les événements de Five Nights at Freddy's. Mais il ressemble à quoi concrètement? Genre, il doit se maquiller quoi pour avoir l'air normal, parce que là, il a une teinte violette un peu, tel un, je sais pas, quelqu'un de décomposé, non? Michael va commencer son travail, le personnel pensant que son apparence est faite exprès pour coller avec l'ambiance du lieu. Pendant les premières nuits, il n'y avait rien de spécial, si ce n'est l'impression de ne pas être seul. Jusqu'au moment où une découverte par des ouvriers aura lieu. You're not gonna believe this. We found one. A real one. Ils mirent à jour une relique du passé, un animatronics, jadis jaune mais désormais décoloré et virant au vert, représentant un lapin. Bonnie. Il venait de déverrouiller la pièce où se trouvait Springtrap, le corps de William Afton, tué daron. dans le Springlock de Spring Bonnie plusieurs dizaines d'années auparavant. Et ils l'ont ramené dans leur attraction comme ils avaient fait pour les anciens animatronics. Mais ce n'est pas la plus grosse surprise. Wesh. Non, la plus grosse surprise, c'est quand ils vont se rendre compte que le... C'est-à-dire là, littéralement, wesh papa, ça va ou quoi? Mais du coup, il devrait être gentil avec lui, non? Ou bien le daron, il s'en bat les couilles. Le robot est encore fonctionnel. William Afton est mort à l'intérieur du costume, mais possède désormais le robot. Michael n'y croit pas. Il a enfin, après tout ce qu'il a vécu, trouvé son père.
Il le traquera alors de caméra en caméra pour essayer de l'arrêter. Mais Michael aura d'autres visions, aucune idée de si c'est lui qui est en plein délire ou si c'est réel et que l'aura de William Afton anime les lieux. Mais il verra des animatronics passer dans une version détruite comme Springtrap, en train d'essayer de l'attaquer. Et si au final les esprits qui c'est horrible. Oh vraiment, les animatronics sont dans un état là. attaquaient Afton n'étaient pas une simple vision, mais bel et bien les restes des enfants qui hantaient les animatronics. Et que maintenant que ceux-ci sont utilisés comme décors et vidés de tout mécanisme, ils errent dans les lieux sans réel pot à posséder. On ne sait pas. Tout semble si confus. Il verra également The Puppet qui semble vouloir aussi arrêter Springtrap. Face à la futilité de ses efforts, Michael n'eut d'autre choix que de recourir à une solution désespérée. Détruire l'attraction par le feu pour tuer son père et libérer les restes d'esprits errants, espérant que cela mettrait fin aux horreurs qui le hantaient. Quelque temps après avoir fait ça, il apprendra avec effroi qu'aucune trace de Springtrap n'a été retrouvée. Son père était libre et plus détruit et dangereux que jamais. Wesh, il abuse du destin, lui. C'est quoi ça, frère? Ajoutez à ça que des bribes d'âmes torturées d'enfants qui ont fusionné dans Ennard sont également dans la nature depuis plus d'une dizaine d'années sans qu'on sache pour l'instant ce qu'il en est. Et maintenant, imaginez à quel point toutes ces histoires ont fait des dégâts qui non seulement n'ont jamais cessé, car les âmes errent toujours, mais peuvent empirer, puisque William Afton est désormais libre. La catastrophe était imminente. Pourtant, Michael ne fut pas laissé seul face à cette menace grandissante. Il reçut un appel inattendu. L'information de la libération de Springtrap parvint aux oreilles d'une personne qui avait elle aussi été victime des agissements de William. Cette personne n'avait plus donné de nouvelles depuis longtemps, mais elle sortit de l'ombre avec une mission claire, mettre fin à ce cauchemar une fois pour toutes. Il s'agissait d'Henry Emily, l'ancien collègue et co-créateur de Fazbear Entertainment. Pour ce faire et dans une ultime tentative de piéger William, Henry se résolut à ouvrir les portes des enfers lui-même, en créant un nouvel établissement, la Freddy Fazbear Pizzeria. Peu importait le scandale que cela provoquerait, car l'objectif n'était pas d'attirer des clients dans une ambiance joyeuse et infantine comme c'était le cas lorsqu'ils ont pu ouvrir leur premier restaurant, mais cette fois-ci c'était justement pour y attirer tout le désespoir traînant encore en liberté. Toutes les âmes tourmentées, les robots hantés et bien sûr William Afton pour les enfermer dans ce sinistre endroit et le détruire. Le Ah mais ça veut dire qu'il n'y avait pas de clients qui venaient? Freddy Fazbear Pizzeria était en réalité un grand piège. Il savait qu'en ouvrant un nouveau resto Fazbear, il piquerait l'ego de William et attirerait Ennard ainsi que la Puppet, qui apparemment soit n'était pas réelle dans le Fazbear Fright, soit elle y a survécu. Michael verra une offre pour être gardien dans le nouvel établissement, donc il va postuler et être embauché par Henry Emily. L'ouverture de la pizzeria marque le retour d'animatronics errant dans les rues environnantes, leur présence réveillant des cauchemars longtemps enfouis. Ennard avait subi une sorte de métamorphose. Circus Baby est apparemment sorti du système, et celui-ci est maintenant dirigé par Funtime Freddy. Après, c'est au tour de Baby d'être retrouvé aux abords d'une ruelle de la pizzeria, dans une version plus abîmée, sale et horrifique. Si le plan de capture semble se dérouler sans accroc puisqu'elle a permis d'attirer 2 créatures, il en manque encore 2 à l'appel. Springtrap forcément, mais également The Puppet dont on n'a aucune nouvelle. Henry va alors construire Lefty, un robot ayant pour mission d'aller la traquer. Celui-ci y arrivera et ramènera l'âme de Puppet. Mais alors, il manqua encore quelqu'un à l'appel. Mais il y manquera pas longtemps. Et désormais, le compte est bon. Tous les résultats de ces macabres expérimentations sont réunis dans cet immeuble. Henry Emily et Michael Afton tenaient du bout du doigt leur victoire. Ils vont pouvoir enfermer tous ces animatronics et ensuite faire exploser ou brûler le lieu. Sauf que cette fois-ci, ça fonctionnerait. Seulement, les animatronics ne savent pas encore qu'ils sont pris au piège et Scrap Baby voit ça comme une occasion. You played right into our hands. Did you really think that this job just fell out of the sky for you? No. This was a gift for us. You gathered them all together in one place, just like he asked you to. All of those little souls in one place, just for us. A gift. Now we can do what we were created to do and be complete. I will make you proud, Daddy. Watch, listen, and be full. Mais il ne s'agit pas d'une occasion.
Henry va la couper dans son speech et ainsi clore ce macabre chapitre. Connection terminated. I'm sorry to interrupt you, Elizabeth, if you still even remember that name. But I'm afraid you've been misinformed. You are not here to receive a gift, nor have you been called here by the individual you assume, although you have indeed been called. You have all been called here, into a labyrinth of sounds and smells, misdirection and misfortune. A labyrinth with no exit, a maze with no prize. You don't even realize that you are trapped. Your lust for blood has driven you in endless circles, chasing the cries of children in some unseen chamber, always seeming so near, yet somehow out of reach. But you will never find them. None of you will. This is where your story ends. And to you, my brave volunteer, who somehow found this job listing not intended for you. Although there was a way out planned for you, I have a feeling that's not what you want. I have a feeling that you are right where you want to be. Wesh, il le laisse aussi? Mais quoi? I am remaining as well. I am nearby. This place will Ah, mais lui aussi, Zama, il va se farga avec eux. Mais attends, frère. not be remembered, and the memory of everything that started this can finally begin to fade away, as the agony of every tragedy should. And to you monsters trapped in the corridors, be still, and give up your spirits. They don't belong to you. For most of you, I believe there is peace, and perhaps more, waiting for you after the smoke clears. Although for one of you, the darkest pit of hell has opened to swallow you whole. So don't keep the devil waiting, friend. My daughter, if you can hear me, I knew you would return as well. It's in your nature to protect the innocent. I'm sorry that on that day, the day you were shut out and left to die, no one was there to lift you up into their arms. Là, il parle de... comment ça s'appelle? De Charlotte, non? The way you lifted others into yours. And then, what became of you? I should have known you wouldn't be content to disappear. Not my daughter. I couldn't save you then. So let me save you now. It's time to rest, for you, and for those you have carried in your arms. This ends, for all of us, in communication. Henry et Michael ont réussi. Ils auront clos la partie qui aura le plus marqué leur vie. Et c'est ce qui signera la fin de l'histoire de Five Nights at Freddy's. Enfin, en tout cas, pour notre part, c'est ici qu'on va s'arrêter. Parce que, évidemment, j'ai volontairement omis beaucoup de choses, mais pour une raison. Le lore est un véritable bordel. Si j'ai pu vous le raconter ici, c'est uniquement parce que d'autres personnes ont fourni un travail encore plus monstrueux en trouvant chaque pièce de ce que j'aime appeler le puzzle de l'histoire de FNAF. Mais sachez qu'en fait, selon l'interprétation de chacun, cette histoire-là peut être différente sur pas mal de points, car les pièces réussissent à rentrer dans plusieurs emplacements différents. Je me suis énormément aidé de différentes timelines, j'ai essayé de creuser dans de sombres subreddits, j'ai passé des heures et des heures à plonger dans les gameplays, les mini-jeux, les cinématiques et absolument toutes les ressources du jeu. Ah, mais ça se voit qu'il y a un taf de fou en vérité, mais vous allez voir là sous les commentaires, enfin dans les commentaires, il va y avoir des débats de fou mal. Je le sais, parce que dès que je fais une vidéo sur FNAF, non, mais ouais, c'est pas passé comme ça. Nanana. Ouais, frère. Allant lire chaque dialogue, lire chaque bout de journaux et trouvant énormément de choses que je n'ai même pas pu mentionner tant c'est vaste et vague. Et heureusement, j'ai pu m'appuyer sur des amis qui connaissent un peu le lore de FNAF et qui ont pu me guider pendant tout le long de l'écriture de cette vidéo. D'ailleurs, merci à vous. J'ai aussi pu m'appuyer sur plusieurs vidéos anglophones que je vous recommande d'aller voir, comme les vidéos de Game Theory et surtout ses vidéos sur son ultime timeline où j'ai repris certains éléments scénaristiques, car même si je reprends pas l'intégralité de sa timeline, il y a beaucoup de rapprochements qu'il fait, beaucoup de points qui je trouve permettent de mieux comprendre beaucoup de choses que j'ai repris et que je me suis réapproprié dans cette nouvelle construction de l'histoire. Je trouve sa trilogie très complète, lui aussi le raconte comme une histoire et ne se contente pas d'expliquer, donc si vous êtes à l'aise avec l'anglais et que FNAF vous intéresse, foncez. Il y a aussi une deuxième vidéo qui m'a énormément aidé, c'est celle de Wendy Goon où il expose sa chronologie pendant 1h30, mais malgré tout ça, j'ai pas pu tout dire. Par exemple, un point que j'aurais voulu mentionner mais pour lequel je n'ai trouvé la place nulle part, c'est le déroulement de Five Nights at Freddy's 4. Vous l'aurez compris, mais chaque jeu se déroule dans une partie de la chronologie de l'histoire que je viens de vous raconter.
passé, et FNAF 4 aussi. Ici, on est dans une chambre d'enfant qui semble être celle d'Evan. On pourrait donc imaginer qu'on incarne celui-ci qui, étant dans le coma après la morsure de 1983, vit un cauchemar dans lequel il est attaqué dans sa chambre par des animatronics aux traits horribles. Des traits qui font beaucoup plus peur parce que justement, un enfant est facilement impressionnable et puisqu'il a peur des animatronics, dans son inconscient, il va les imaginer comme étant des monstres, en reprenant les codes de dessin d'enfant quand il dessine une créature qui signifie un danger, à savoir notamment les grosses dents pointues. Des théories veulent même que la mort d'Elizabeth Afton ait eu lieu avant la morsure de 83 et qu'Evan y ait assisté. Ça pourrait expliquer son traumatisme pour les animatronics puisqu'il en a vu un tuer sa sœur, mais aussi pourquoi l'animatronics Fredbear a des dents sur son ventre. Il a vu Baby Circus tuer Elizabeth en y ouvrant son ventre et considère aussi cette partie du robot maintenant comme un danger. Cette théorie, je l'aime beaucoup, même si pour moi la mort d'Elizabeth avant la morsure de 83 ne fait pas beaucoup de sens. Mais bien sûr, c'est mon avis personnel. J'ai aussi à aucun moment parlé de l'énigmatique animatronics Golden Freddy, sur lequel il y a beaucoup de théories qui tournent, comme par exemple le fait qu'il serait possiblement une version de Fredbear hantée par peut-être Evan ou le 5e enfant tué lors du MCI. Mais enfin bref, il y a énormément de choses passionnantes, mais j'ai préféré faire le choix de raconter ce lore de la façon dont je l'ai compris, et surtout d'une façon à conter une histoire. Une histoire qui est simplifiée, qui peut permettre à tout le monde de la comprendre. Et en plus, c'est Halloween, donc c'est pour moi une façon plus divertissante de vous conter cette histoire pour cette occasion. Et la vérité, il a très bien raconté, je trouve. Et d'ailleurs, on va arriver à la conclusion de pourquoi est-ce que je trouve que c'est aussi passionnant en fait. Le fait que l'histoire nous soit pas clairement contée, qu'elle soit floue et qu'elle nous soit révélée dans une certaine mesure de jeu en jeu, fait que certes, pas tout le monde ne s'y attardera, mais le peu de gens qui le feront s'impliqueront de façon encore plus intense, en essayant de tout comprendre, de tout interpréter, et ainsi profiter pleinement de chaque trouvaille. Après, vraiment, si je peux me permettre, je trouve qu'il y en a qui sont peut-être un petit peu trop impliqués, tu vois, genre vraiment... Moi, j'aime bien des univers imaginaires, tu vois, des trucs de fiction et tout. Mais je sais pas comment dire, frérot, genre, la vie me le permettrait pas. Genre, même moi, je me le permettrais pas, tu vois. Frère, il y a déjà trop de trucs à faire dans la vie. Faut dormir, faut manger, faut taffer, faut prendre des douches. C'est déjà beaucoup quand même, hein. Permettant une avancée scénaristique. Et le fait que ce soit flou permet justement à ce que chaque individu puisse s'approprier encore mieux l'histoire et la façon qu'il aura de l'interpréter et donc de la faire vivre. C'est ça qui m'a frappé et qui m'a poussé à faire cette vidéo. En fouillant dans l'histoire, j'ai pu voir des centaines de passionnés débattre de la façon dont ils comprennent les choses, comment la compréhension de ce qui pourrait être qualifié de détail pouvait remettre en question la quasi-totalité de la trame de l'œuvre, comment cette appropriation de chacun poussait également à la créativité en rapport à ça, car il y a une communauté hyper créative, et le fait que ce soit un puzzle est la raison principale à tout ça. Tout le monde construit, donc tout le monde peut créer, parce que ça rend la chose encore plus riche. Five Nights at Freddy's est une véritable ode à la création. C'est quelque chose qui aura apporté énormément à beaucoup de choses, notamment ça a eu un impact forcément sur l'horreur indépendant, ça a eu un impact sur Internet, c'est pour vrai. Ça d'ailleurs que c'est devenu omniprésent, mais surtout ça a aidé des gens à se lancer en fait dans la créativité. Beaucoup de gens ont commencé à créer par Five Nights at Freddy's, et donc rien que pour ça, on ne peut qu'être passionné par la grandeur de ce qu'un tout petit jeu indépendant sans ambition et destiné de base à flopper comme les 75 autres qui y ont précédé, a juste changé la vie de plein de gens et impacté aussi lourdement la pop culture. Et le fandom, c'est ce qui est responsable de la création de ce système hyper chouette, car si effectivement il y avait déjà des choses que je trouvais... Wesh. Oh, le cosplay, il est extraordinaire. Déjà brillante dans le premier jeu. L'implication de la communauté à créer des théories a lourdement, je pense, inspiré et guidé la suite afin de construire le lore tel qu'il est maintenant. Et avec une communauté aussi dévouée à l'univers FNAF et un lore aussi riche, c'était logique qu'un film finisse par sortir. J'ai hâte de voir ce qu'il nous racontera. Ce qu'il y a à savoir, c'est que ça sera canon dans son propre univers et n'impactera normalement pas le scénario des jeux. Et... Ah, ça, je sais pas, parce que moi, j'ai pas encore vu. Mais on a déjà la réponse à ça, je suppose, parce que bon, c'était pas encore sorti à ce moment-là. Mais bref. En tout cas, je voulais juste revenir par rapport à un truc super intéressant que t'as dit, frérot. C'est
En fait, j'ai l'impression, limite, à ce stade, les gens pourraient... Enfin, il pourrait y avoir des scénaristes parmi les fans de FNAF. Je te jure, ils pourraient totalement écrire encore d'autres épisodes, d'autres jeux, d'autres trucs. Tellement, en fait, ça a donné envie de créer. Ça a donné une inspi, quoi, tu vois. En tout cas, frérot, juste pour te dire, bravo pour ce que tu as fait. Ça se voit que tu t'es plongé dedans, tu n'as pas fait les choses à moitié. Et tu as grave fait. Moi, franchement, j'ai aucun mérite. Je me suis juste posé. Ah ouais, d'accord, c'est comme ça. Enfin, t'as capté, tu vois. Enfin bref, c'est une chaîne React après. Mais franchement, respect pour ce que tu as fait. J'espère que... il y a quand même des gens parmi la commu qui s'abonnera à sa chaîne parce que vraiment... Enfin, il y a un travail qui a été monstrueux sur cette vidéo, tu vois. Après, est-ce que ça va être la dernière vidéo que je vais regarder sur le jeu? Je sais pas. Enfin, sur le jeu, sur FNAF. Parce que je vous connais, je sais. Là, je vais poster la vidéo. Frérot, note, c'est quoi? Regarde la vidéo de l'autre et de l'autre et de l'autre. Wesh! Je sais pas si je peux en apprendre plus. Soyez honnête, vraiment. Est-ce que je peux en apprendre plus? Enfin, après, je vais bien en apprendre plus sur Golden Freddy. Tu vois, si je peux me renseigner plus sur certains persos, tu vois, ou des endroits un peu flous, tu vois ce que je veux dire, de l'histoire ou des trucs comme ça. Là, j'ai mal au crâne. J'ai mal au crâne parce que l'histoire, elle est dark un peu. Enfin, c'est pas mal au crâne, mais en gros, je sais pas, je me sens embrouillé parce qu'un coup, il se passe ça, après, il se passe ça, après, il se passe ça, après, l'autre, il meurt, après, ah non, finalement, je suis là, les reilles. Après, il se fait éclater. Non, en fait, je suis encore là, les reilles. Après, le resto, il ferme parce qu'il s'est pris une sauce. Il réouvre, il se ferme. Il réouvre, il se ferme. Et après, il y a un parc d'attractions. Après, c'est une dingue. Ouais, c'est un truc interminable, mon ref. Ça m'a fatigué, genre, mentalement. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc, j'imagine même pas ce que le frérot, là, il a enduré pour faire la vidéo. Je te dis la vérité. Mais respect. Dans tous les cas, prenez soin de vous. Je vous dis à la prochaine vidéo. Peace. Hey, wow.